Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour notre conférence mensuelle. Avant de commencer, quelques mots pour présenter notre association. Argos 2001 est une association nationale reconnue d'intérêt général dont la mission est de soutenir les personnes atteintes de troubles bipolaires et leurs proches. Notre siège social se trouve à Paris et nos antennes sont réparties dans l'Hexagone, en Polynésie française et à La Réunion. Partout, des bénévoles proposent leur soutien grâce à nos lignes d'écoute téléphoniques nationales et locales, nos entretiens individuels, nos groupes de parole, que ce soit en virtuel ou en présentiel. Vous pouvez retrouver les modalités de ces interventions, les coordonnées des antennes, les événements et le calendrier des activités sur notre site www.argos2001.net. À côté de ses activités fondatrices, Argos 2001 organise chaque mois une conférence comme celle d'aujourd'hui et chaque année, le 30 mars, la Journée mondiale des troubles bipolaires. Vous pouvez aussi nous retrouver en replay sur notre chaîne YouTube. Bonne conférence à tous. Donc, comme nous disions, nous allons vous présenter, professeur. Alors, si je ne me trompe, vous êtes psychologue, vous êtes professeur des universités, vous enseignez la psychologie à l'université Paul Valéry à Montpellier. Vous êtes membre de l'Institut ICAR. Vous êtes fait partie également du service universitaire de psychiatrie adulte au CHU de Montpellier. Et ce soir, vous allez aborder les thérapies cognitivo-comportementales, autrement dit les TCC, dans les troubles bipolaires. C'est à vous de jouer. Vous pouvez Écoutez, partager votre écran. super. Déjà, premièrement, merci pour l'invitation. C'est vraiment un honneur. C'est extrêmement important pour moi de pouvoir présenter les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, notamment, on va le voir un petit peu dans le cadre des troubles bipolaires, qui est un peu l'enfant pauvre, l'enfant un peu oublié au niveau des psychothérapies. On va essayer de dire pourquoi. Il y a des raisons. Et je vais essayer aussi d'être le plus neutre possible. Alors, premièrement, dès le départ, je présente mes conflits d'intérêts. Je trouve que, alors, je ne suis pas médecin, mais c'est important parce que je suis membre de l'Association française de thérapie comportementale. Je suis membre aussi du conseil d'administration. Donc, tout de suite, voilà, je veux vraiment présenter. Il y a des gros débats sur les psychothérapies, sur l'évaluation des psychothérapies. Est-ce qu'il y a une psychothérapie qui est supérieure à une autre? Je crois que c'est assez important donc vraiment mettre mes conflits d'intérêts. Puis, on m'a un peu discuté pendant cette heure un petit peu des indications des thérapies comportementales et cognitives et un petit peu ce qu'elles sont. Donc j'ai essayé un petit peu de faire un mixte, à la fois de vous donner des apports scientifiques et à la fois d'essayer de vous donner un petit peu des techniques pratiques pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. Donc, je vous ai envoyé mon PowerPoint, donc j'ai envoyé Oui. à l'association, qui est totalement en accès libre. Je le dis toujours, à partir du moment où je suis un fonctionnaire d'État, je travaille pour un CHU et que je travaille pour l'université, je travaille au service des citoyens. Voilà, donc tous mes documents appartiennent à tout le monde. Voilà, alors, premièrement, donc, les thérapies, les TCC, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne vais pas faire un historique, mais en tout cas, c'est important de dire que c'est une psychothérapie qui est empiriquement fondée. Alors, je ne vais pas rentrer dans des débats de comparaison avec d'autres psychothérapies, mais c'est vrai qu'il a fallu un certain nombre d'années pour que les psychothérapies aient une attribution scientifique, un caractère scientifique de validation scientifique. Alors, je vais encore une fois préciser ce que c'est la psychothérapie, parce qu'une psychothérapie, c'est pas de la psychoéducation, c'est pas du counseling, c'est pas de l'éducation thérapeutique, ce sont des choses. Voilà, je prends la définition la plus neutre possible du plus grand spécialiste mondial, qui s'appelle Wong-Paul, qui vous dit la psychothérapie, c'est un traitement principalement interpersonnel. On y reviendra, qui est basé sur des principes psychologiques, donc je vais y revenir. Ça n'enlève pas du tout le biologique, parce qu'il y a quand même une composante biologique et génétique extrêmement importante dans le cas du trouble bipolaire. Ça implique un thérapeute formé. Je vous parlerai à la fin du problème de formation, notamment pour la TCC du trouble bipolaire. C'est simplement, comme je vous disais, c'est un parent pauvre, c'est quasi inexistant en France. Je ferai des comparaisons avec les pays étrangers, notamment l'Angleterre. Et le but, c'est de travailler sur la plainte du patient. Alors, on travaille, ça n'existe pas la TCC du trouble bipolaire. C'est quelles sont les difficultés que la personne qui a un trouble bipolaire peut rencontrer, et elles ne sont pas, on verra, qu'autour des troubles de l'humeur. Et ce qui est important, c'est que c'est individualisé.
Donc, pour chaque personne particulière, parce que chaque personne qui a un trouble mental, ben, c'est une personne particulière. Ça a l'air évident, mais pas tant que ça. Et ensuite, les TCC aussi, rapidement, je définirai un peu ce que c'est, mais c'est clairement la psychothérapie la plus étudiée à travers le monde. Quand on regarde les données actuelles, c'est 90% des évaluations scientifiques sur l'efficacité des psychothérapies, à peu près, sont autour des thérapies comportementales et cognitives. Alors, quand on parle de psychothérapie, alors tout à l'heure, Guillaume le disait, c'est la première fois qu'apparemment il y a une présentation sur la TCC des troubles bipolaires. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres présentations sur les psychothérapies. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que, et notamment en France, parler de psychothérapie dans le cadre du trouble bipolaire, c'est pas évident. Je travaille en service universitaire de psychiatrie adulte. Je coordonne une consultation TOC et une consultation sur les hallucinations. Même dans la psychose et dans les troubles bipolaires, psychothérapie, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Alors, premièrement, dans le cas du trouble bipolaire, l'efficacité des médicaments est certes bien démontrée, mais on a un certain nombre de personnes qui ne souhaitent pas prendre de médicaments, des fois qui le tolèrent mal, qui le prennent de manière inconstante. Et on sait aussi, il y a des données clairement établies, vous savez, c'est que malgré un traitement pharmaco optimum où vraiment il y a une réflexion, où vraiment il y a une alliance avec la personne pour choisir le meilleur dosage, les patients continuent, les personnes continuent à avoir des symptômes de leur trouble. Euh, donc globalement, dans quel cas s'inscrivent les psychothérapies, les thérapies comportementales? C'est clairement du add-on. Je vais revenir, c'est en add-on, c'est-à-dire on va ajouter ça au traitement pharmacologique dans le but d'améliorer la qualité de vie. Et là aussi, c'est deux données importantes sur la question de l'intérêt des psychothérapies, c'est que une grande partie des patients, des personnes qui ont un trouble bipolaire, peuvent se rendre compte des signes prodromaux de la maladie, ou en tout cas de la manie ou de la dépression. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'ils vont être capables potentiellement de mettre en place des mesures. Des mesures, on verra, comportementales ou cognitives pour accompagner et modifier les troubles de l'humeur. Clairement, les psychothérapies vont être efficaces à partir du moment où les personnes sont en demande, où les personnes sont motivées pour mettre en place notamment des techniques qu'on va leur enseigner. Alors, encore une fois, pourquoi des psychothérapies dans le trouble bipolaire? Tout simplement, et ça c'est important, c'est que là je vous donne c'est une revue de la littérature sur le sujet. On a maintenant des évidences que si on ajoute au traitement pharmacologique une psychothérapie, notamment comportementale et cognitive, on va avoir un effet supérieur. On va avoir un effet supérieur à la pharmacothérapie seule. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, Il n'y a plus vraiment d'hésitation et je donnerai les données là, qui viennent d'être publiées dans le JAMA Psychiatry il y a 1 ou 2 mois sur les études, sur une méta-analyse sur l'efficacité des psychothérapies et notamment des TCC. Il n'y a plus vraiment maintenant de doute. Euh, Rajouter une psychothérapie au traitement pharmacologique va augmenter la qualité de vie, les rémissions, réduire le nombre d'épisodes. Alors, là aussi, c'est important pour moi de présenter. Il n'y a pas que les thérapies comportementales et cognitives, et vous le savez, dans le cadre de l'accompagnement du trouble bipolaire au sens large. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Souvent, ces prises en charge sont peu connues. Alors, on a évidemment la psychoéducation. Alors, vous savez que dans le cas de troubles de centres experts ou autres, il y a vraiment, voilà, la psychoéducation, c'est ce qui est certainement le plus largement diffusé en France. On a la thérapie comportementale et cognitive. Alors, le cas théorique, c'est quoi? C'est qu'on va travailler beaucoup sur les pensées, les comportements qui sont inadaptés pour essayer de les rendre plus adaptés. J'y reviendrai. Donc, les stratégies clés, c'est psychoéducation, stratégie de la maladie, reconnaissance et surveillance des symptômes. On retrouve ça aussi dans la psychoéducation. Mais aussi les stratégies comportementales, un travail sur le sommeil, euh, un travail sur la résolution de problèmes, un travail cognitif, et le fait qu'on apprenne à la personne des outils qu'il va pouvoir utiliser de manière seule. Encore une fois, les thérapies comportementales sont plutôt des thérapies
qu'on appelle plutôt courtes, en général avec une durée de moins d'un an. Il y a aussi les thérapies familiales que je considère comme extrêmement importantes. Toutes ces psychothérapies ou ces thérapies ne sont pas exclusives l'une des autres. Et en fait, quelque chose qui n'est pas souvent très connu en France, ou en tout cas dont on ne parle pas énormément, même si certains spécialistes évidemment la connaissent, c'est la thérapie interpersonnelle des rythmes sociaux qui a aussi montré une efficacité. OK. Donc, notamment dans le cadre de ce qu'on appelait avant le trouble bipolaire de type 2. Donc ça, c'est une chose importante et on va notamment utiliser tout ce qui est la chronobiologie, les rythmes sociaux, sachant que maintenant, dans la thérapie comportementale et cognitive actuelle, on intègre des techniques aussi, notamment des rythmes, notamment dans le cadre des problèmes de sommeil. Voilà, donc c'est un peu pour... Il n'y a pas que la thérapie comportementale et cognitive, il y a d'autres types d'accompagnement, même si actuellement, certainement, et je viendrai vers la fin, l'idée, ce serait certainement d'utiliser toutes ces stratégies ensemble pour améliorer, en fonction évidemment des profils, le suivi des personnes qui ont un trouble bipolaire, même si on ne sait pas encore très très bien tous les ingrédients plus ou moins efficaces des psychothérapies. Alors, quand on parle un peu des thérapies comportementales et cognitives, qu'est-ce qu'on va cibler? Sur quoi on va travailler? Eh bien, on va travailler sur les pensées, les émotions, les comportements et les imageries, les images qui vont influencer les états psychologiques anormaux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, les comportements, ben, ça peut être n'importe quel type de comportement. Ça peut être, vous voyez, un petit peu à côté, ça peut être des comportements de colère. Ça peut être des comportements, par exemple, réduits dans le cadre de la dépression, hein, les comportements comme de l'apathie. Ça peut être de la procrastination. Ça peut être aussi des états émotionnels trop positifs, comme notamment dans le cadre des états hypo ou maniaques. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ce que dit la TCC, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que la partie cognitive est extrêmement importante. C'est quoi la partie cognitive? C'est la manière qu'on a d'interpréter des événements. Donc le modèle vraiment simplifié, c'est ce fameux modèle ABC, et c'est ce que nous disait déjà Ellis il y a 40-50 ans. Ce ne sont pas les événements qui entraînent des conséquences indésirables, mais bien la perception qu'on en a, la signification qu'on leur attribue. Cas typique, j'ai un échec, ce n'est pas l'échec en lui-même qui va faire qu'on va être déprimé, qu'on va être mal, qu'on va peut-être avoir des comportements de retrait, c'est la manière qu'on va avoir de l'interpréter. Et dans le cadre des troubles mentaux, pour un ensemble de raisons développementales, d'expérience, de variables génétiques, on va interpréter les événements d'une certaine façon. Et un des objectifs de la thérapie comportementale et cognitive, c'est de modifier ces interprétations, modifier la manière qu'on a de réagir à ces événements pour avoir des outcomes, pour avoir des conséquences plus positives, plus adaptées fonctionnellement. C'est un peu une approche un peu utilitariste. En fait, l'idée, c'est pas il y a de bonnes ou de mauvaises manières de penser ou de se comporter. Il y a des manières adaptées, fonctionnelles de penser ou de se comporter. Et vraiment, dans le cas des thérapies comportementales, le centre, c'est vraiment un concept clé, c'est l'apprentissage. On va apprendre par répétition à identifier des pensées négatives ou des pensées inadaptées. On va essayer de les modifier, on va essayer de prendre conscience de certains comportements qu'on a, les prévenir, les modifier, tout ça pour avoir un fonctionnement plus adapté. Voilà, donc c'est vraiment ça. C'est une thérapie qui vise à modifier. Ok. C'est pas une psychothérapie qui vise à. C'est pas la compréhension qui fait ah je comprends ce qui s'est passé qui va faire que je vais modifier. C'est la pratique répétée, répétée de modification de comportement, de manière de penser ou de réguler ses émotions. Ok. Donc on a longtemps fait des critiques à la thérapie comportementale en disant que soi-disant s'intéressait pas à l'histoire, pas du tout. L'histoire du sujet et de son environnement est fondamentale, mais c'est pas parce que je sais qu'il m'est arrivé des choses compliquées, c'est pas parce que je sais que ça fait 3 fois que je refute, c'est pas parce que je sais que les solutions vont se trouver simplement dans cette compréhension. C'est une étape importante, mais ça va être important, c'est de modifier ma manière de réagir à certains signes, symptômes qui se présentent, à certains événements, à certains facteurs de stress. C'est ça qu'on va essayer d'apprendre à la personne de modifier
encore une fois, pour en faire quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. Donc vraiment, souvent on parle de triade pensée, émotion, comportement. On rajoute évidemment les aspects physiques, les aspects biologiques. La manière que j'ai de penser les choses, d'interpréter, bah, si j'ai mal dormi, si j'ai faim, c'est pas la même façon. Donc évidemment, ça prend tout son sens dans le cas des troubles bipolaires. Et évidemment, la question de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement et de son passé, c'est comment j'ai appris à m'adapter, comment j'ai appris à interpréter certains événements, comment j'ai appris à faire face. Et tout le but, ça va être évidemment de prendre en compte ce que les personnes ont appris dans leur vie, par modèle, en observant les parents, euh, en étant renforcé par l'environnement pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas, et qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire fonctionner. Alors, maintenant, quand on regarde un petit peu les données dans les cas de troubles bipolaires, je crois que c'est important. Alors, je vais le mettre en perspective. Donc, euh, juste avant, je vais quand même faire un petit point sur. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce que c'est la question des troubles bipolaires, évidemment, que ça touche une partie significative, mais ce qui est important, c'est que on verra sur la question de sur quoi c'est le plus efficace. Alors, très longtemps, c'est que récemment, vous verrez qu'on a des données maintenant sur les états maniaques où la TCC on peut répondre positivement à ça. Mais ce qui est important, c'est que c'est une maladie au long cours. C'est une maladie au long cours, donc quelles que soient les interventions qui peuvent améliorer ce fonctionnement au long cours, ben, il va falloir évidemment s'en saisir. Et c'est là où la thérapie comportementale peut vraiment apporter quelque chose, parce que il y a une particulière grosse efficacité, notamment sur la question des éléments dépressifs. OK? Voilà, donc quand on regarde les données, donc, je vous ai mis là un peu les références. Ça, c'est la plus grosse méta-analyse qui vient de sortir en 2025, où on fait le point sur toute l'efficacité. Donc, on voit que les psychothérapies de type TCC sont efficaces, alors principalement sur le stress post-traumatique, sur les phobies spécifiques, sur le TOC, avec des effets assez larges. Quand on est au-delà de 1, on parle d'effets larges. Et là où il y a le moins d'efficacité, et c'est important de le dire, c'est dans le cas des troubles psychotiques et dans le cas des troubles bipolaires. Donc vous regardez comment, c'est-à-dire que globalement, on a plutôt des effets faibles. Vous le voyez en rouge sur le trouble bipolaire dépression, on a des effets de 0,31. Donc on est entre l'efficacité faible et l'efficacité modérée, et pareil pour la manie. Alors, je vous ai mis waiting list. Pourquoi le waiting list? C'est en fait, ça correspond en fait, c'est quand on fait vous savez, on a deux bras dans les études randomisées, on peut en avoir plusieurs, mais deux bras, c'est en fait, il y a un bras qui a la thérapie comportementale et cognitive, un groupe, et un groupe qui va avoir une waiting list, il va attendre. Donc, c'est pas un très bon comparateur. Le bon comparateur, c'est le traitement comme d'habitude. Alors, il faut une condition active, mais c'est un meilleur comparateur. Et quand on regarde quand c'est un traitement comme d'habitude, vous voyez qu'en fait, on a un effet qui est un peu plus supérieur pour la dépression et un peu moins bon pour la manie. Ok. Donc ça, c'est vraiment important, c'est globalement, ça- la psychothérapie de type TCC a une efficacité entre légère et modérée dans le cadre du trouble bipolaire dans la version dépression et une efficacité quand même actuellement quand même plutôt faible dans le cadre de la manie. Mais c'est en plus du traitement habituel qui est le traitement pharmaco. Donc, dans tous les cas, c'est la première fois vraiment qu'on a des données, parce qu'il y a eu des critiques à un moment, est-ce que c'était indiqué, pas indiqué, notamment dans la manie. Là, apparemment, on est à peu près d'accord pour dire au niveau consensus, c'est que la psychothérapie, notamment la thérapie comportementale et cognitive, constitue un élément qui va augmenter l'efficacité des traitements pharmacologiques. On a à peu près maintenant, je crois qu'on peut dire, on n'a pratiquement plus de doute là-dessus, avec un effet plus intéressant pour la dépression, un peu moins pour la manie. On essaiera de revenir un petit peu tout à l'heure pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée il y a un mois ou deux, et autre méta-analyse qui a été publiée encore plus récemment, qui vient juste d'être publiée dans un autre grand journal Psychological Medicine, et qui, encore une fois, se centre principalement sur la dépression. Et donc je vous rappelle qu'il y a quand même le fait que le plus grand nombre d'épisodes dans le trouble bipolar sera plutôt de la dépression. OK. Euh, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que là, voilà, ça vient rajouter encore une fois des données assez claires
sur le fait que la thérapie comportementale a une efficacité dans la prévention des rechutes, le traitement d'entretien et dans dans le cas des symptômes dépressifs. Voilà. Donc là, vraiment, je crois enfin je crois, on a des données vraiment concordantes en admettant vraiment un assez grand nombre d'études pour dire les psychothérapies, notamment les thérapies comportementales, sont efficaces dans le cadre du trouble bipolaire en ajout du traitement pharmaco. Ça potentialise, ça va rajouter une meilleure qualité de vie, moins de rechutes, et avec un effet plus grand que dans les épisodes maniaques, même si on a des données maintenant qui iraient dans le sens qu'il y a une efficacité aussi dans les épisodes maniaques. Alors, voilà. Donc, en résumé, quand on regarde, et je pense qu'il faut être vraiment critique et pas arriver en vous disant c'est extraordinaire, c'est magnifique, ce qu'on rencontre trop souvent. Il faut vraiment avoir une vue la plus objective possible, mais l'efficacité apparaît démontrée maintenant pour la TC dans le trouble bipolaire sur le versant dépressif et la manie avec quand même des effets plutôt faibles, particulièrement dans la manie. C'est le traitement psychothérapeutique avec le plus de support empirique. Dans les méta-analyses que vous avez, par exemple sur Quishpers, il n'y avait que de la thérapie comportementale et cognitive. Ils avaient même exclu celle de JAMA Psychiatrie, ils avaient même exclu les approches simplement comportementales. Je trouve qu'il y a une erreur parce que je pense que certainement les plus intéressantes dans le cadre du trouble bipolaire et dans la partie dépressive. On n'a pas énormément de drop-out. 22% de drop-out, c'est plutôt acceptable. Et surtout, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que même si on n'a pas énormément d'études là-dessus, et ça, je crois que quelque chose qui est vraiment oublié, c'est que dans le trouble bipolaire, on a beaucoup de comorbidités. Beaucoup de comorbidités. On a beaucoup de comorbidités anxieuses, des troubles paniques, des TOC, des TAG, des troubles d'anxiété généralisée. Et les thérapies comportementales ont des données d'efficacité vraiment très importantes. Par exemple, dans le cas du TOC, les thérapies comportementales sont supérieures au traitement pharmaco. Et dans tous les cas, quand on rajoute une thérapie comportementale, on potentialise vraiment significativement. C'est-à-dire que déjà, maintenant, on a à peu près des données claires. C'est efficace dans le cadre du trouble bipolaire lui-même, mais on sait que ça a vraiment des efficacités larges dans beaucoup de troubles, stress post-traumatique, troubles anxieux généralisés et TOC, ou hyperphagie, boulimie, par exemple. Et ça, ce sont des données importantes parce que euh, le trouble bipolaire, c'est un trouble mental qui a, comme beaucoup de troubles mentaux, beaucoup de comorbidités. Voilà. Donc ça, il ne faut pas négliger cet aspect qui me semble extrêmement important. Là aussi, on a beaucoup de données. Et moi, je l'ai rencontré beaucoup en clinique courante, que ce soit dans le trouble bipolaire ou dans les troubles psychotiques. C'est-à-dire que le traitement est en première intention et on a beaucoup de tendance chez l'ensemble de psychiatres, notamment en libéral, de se focaliser uniquement sur ça, avec un peu ces vieilles croyances que les psychothérapies ne sont pas efficaces. On a encore une Cochrane Database Review qui a été publiée cette année, donc vraiment mais par exemple dans les symptômes trop psychotiques débutants de durée faible, une efficacité clairement démontrée des thérapies comportementales et cognitives. Or, en France, on n'a pas de données en Angleterre, pourtant qu'en première recommandation, on a 12% des gens qui bénéficient des psychothérapies. En France, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Et ça me semble vraiment, vraiment problématique de ne pas permettre aux personnes qui ont des troubles mentaux qu'on considère sévères de bénéficier des psychothérapies, encore une fois. Alors, je vais donner un petit peu, parce que le but un petit peu, c'est de discuter ça aussi, c'est des techniques, des exemples de techniques qu'on peut utiliser dans le cadre du trouble bipolaire au sens large. Alors, exactement. Alors après, je vous donnerai des références à la fin où les personnes peuvent se renseigner et même regarder un peu ce qui se fait. Notamment, vous voyez, guide de pratique, vous avez un site absolument génial qui s'appelle le site TCC Montréal, où ce sont quatre psychiatres, je crois, qui mettent au service du grand public francophone des manuels de psychothérapie et vous avez notamment des manuels de psychothérapie, des vidéos explicatives pour la patientèle, comme ils disent, et pour les thérapeutes en libre accès.
Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extrêmement, extrêmement important. Alors, encore une fois, c'est pas spécifique à la thérapie, au TCC, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est faire de la psychoéducation. Donc, l'idée des thérapies comportementales et cognitives, c'est de prendre tout ce qui marche et de l'utiliser. Il y a pas une question de oui, c'est parce que telle personne, tel grand gourou ou tel grand professeur, je ne sais quoi, a dit que c'était bien. C'est pas du tout ça, c'est quelles sont les évidences scientifiques et comment peut-on l'intégrer. Donc, évidemment, donnée hyper importante, c'est d'utiliser la psychoéducation. La psychoéducation, évidemment, va être centrale. Et on voit, par exemple, dans un des modèles dominants, cette vulnérabilité biologique, la question de la non-observance médicamenteuse, la question des rythmes sociaux perturbés, la question des événements stressants. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais un petit peu du modèle ABC, il y a un événement, c'est comment je l'interprète et comment ça peut avoir des conséquences totalement différentes. J'ai un échec, je peux l'interpréter comme une possibilité pour moi, je sais pas, je perds mon emploi, je peux aussi considérer que je vais avoir 18 mois de chômage. Ça va me permettre de changer de boulot. C'est un boulot qui ne me plaisait pas. Je vais avoir des aides. Je vais pouvoir chercher une nouvelle formation. Ça peut me permettre d'être une opportunité pour changer les choses, ou de lancer l'entrepreneuriat, par exemple. Euh, mais on peut le voir aussi comme c'est terrible, je n'y arriverai jamais, c'est encore un nouvel échec. Et évidemment, si on pense comme ça, vous imaginez bien, si on pense que c'est un échec, qu'on est capable de rien et que ça vient prouver qu'on est nul, eh ben, ça va entraîner une dépression et évidemment, les comportements associés, ben, je vais rester dans mon lit, je ne vais pas me lever, puis ça ne sert à rien. OK? Donc tout ça, ce sont vraiment des données importantes. C'est comment on va interpréter ces événements et comment on peut les interpréter de manière plus ou moins adaptée. Avec quand même une donnée centrale, notamment dans le cadre de la manie, qui est les troubles d'insomnie. On y reviendra notamment sur la TCC du sommeil tout à l'heure. Alors, globalement, la psychoéducation, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Vous le savez très bien, c'est repérer les phases prodromales, et notamment via l'agenda d'humeur. Ça, à peu près tout le monde est d'accord sur ce traitement extrêmement important. Il y a un travail sur les habitudes saines de vie, sommeil, alimentation, activité sportive. Là aussi, il y a des techniques TCC qui peuvent être extrêmement intéressantes. Alors, le sommeil, première, là aussi, hein, TCC du sommeil, entrer des données, 6 à 8 séances sont recommandées et peuvent permettre d'améliorer vraiment les troubles du sommeil, même dans le cadre du trouble bipolaire, l'alimentation. Et je crois que vous avez vu le docteur Guillaume Font précédemment, qui a pu vous en parler de manière extrêmement intéressante. L'activité sportive, alors, on verra. Tout le monde sait que l'activité sportive, c'est très très bien, mais le problème, c'est quand on est déprimé, on n'a pas envie. Euh, et on verra que l'activation comportementale peut justement aider à ça. Et la question des rythmes sociaux et des rythmes biologiques, notamment, aussi extrêmement intéressant. Autant que sociaux que biologiques. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes sur lesquelles les thérapies comportementales et maintenant les interventions sur le trouble bipolaire vont mettre l'accent au début de l'accompagnement. Alors, voilà un exemple aussi d'accompagnement de type TCC. Vous voyez, c'est par exemple faire face au stress et apprendre aux gens à l'autogestion. Vous voyez que par exemple, il va y avoir des approches de techniques de résolution de problèmes. OK? Face à des facteurs de stress psychosociaux, environnementaux, par exemple, je ne sais pas, il y a un moment, en fait, on va me demander d'augmenter ma charge de travail dans mon entreprise parce que je ne sais pas, c'est les impôts. Donc, je travaille dans une expertise comptable. Et ben, il y a des moments dans l'année, il va falloir ben, booster plus que d'habitude. Il va falloir plus travailler parce qu'on doit rendre les plans comptables. Donc, ça va demander de travailler plus. Et ben, tout ça, c'est comment est-ce que je vais essayer d'adapter mes rythmes, de résoudre ce problème de rythme, par exemple, ben, de gérer entre ma famille, mon travail, mes activités plaisantes. Comment ça marche? Et le problème, c'est qu'on sait que un certain nombre de personnes ont des problèmes pour résoudre le problème, pour essayer de trouver les meilleures solutions. Donc, on va travailler avec les personnes, par exemple, pour vraiment travailler ça dans le but de s'autogérer. Voici le type d'interventions qui peuvent être proposées. Donc, toujours pareil, hein, on va énormément travailler sur tout ce qui est auto-évaluation. C'est vraiment une chose hyper importante dans la thérapie comportementale. Le but, c'est de travailler à ce que les personnes comprennent comment ça fonctionne pour eux-mêmes l'appliquer sans qu'il y ait une dépendance au thérapeute. Donc voilà, problèmes psychosociaux, qu'est-ce que j'ai comme ressources pour faire face?
il y a un obstacle à une adaptation efficace. J'ai repéré les obstacles. J'ai travaillé sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? J'ai eu trop de travail, j'étais trop stressé. J'ai fait une rechute, par exemple, maniaque ou hypomaniaque. Et quelles sont les stratégies que je peux mettre en place avec mon thérapeute pour essayer de ne pas refaire une rechute? Voilà. Donc, on a des plans d'intervention comme ça. Ça, c'est vraiment, voilà, c'était un exemple aussi, c'est on va utiliser des auto-évaluations systématiques, très importantes, pour prévenir les moments un peu clés, phares, potentiellement dangereux à tous les niveaux. Donc, on est vraiment aussi sur tout ce qui est hygiène et rythmes sociaux et rythmes biologiques. Voilà, ça, c'est vraiment des choses hyper importantes. C'est augmenter fondamentalement le sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est vraiment, toutes les psychothérapies fonctionnent à peu près autour de ça. Il faut augmenter les compétences des personnes. Voilà, pardon, je me trompais. Euh, on va faire donc ça, c'est la psychoéducation générale. Vous la connaissez. Travail sur prévention de la rechute. Quelles sont les situations en risque? Quels sont les symptômes? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce qui pouvait contrer? Vraiment, vraiment extrêmement important. Ça, c'est le travail que vous retrouvez dans les ateliers de psychoéducation, les ateliers de psychoéducation famille. Donc ça n'a rien d'original, mais ça a été intégré vraiment en préambule n'importe quelle maintenant prise en charge de thérapie comportementale, cognitive. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit peu à la partie, je simplifie, hein, dépression et un peu la partie manie. Qu'est-ce que vont rajouter les thérapies comportementales et cognitives? Donc, par exemple, sur la dépression. Donc, je vous rappelle, c'est là où on a l'effet le plus important, même si c'est un effet quand même entre modeste et faible. Alors, typiquement, on va travailler sur cette approche cognitive. Je vous rappelle, c'est ce que je disais un peu précédemment, c'est on va travailler avec des tableaux ce qu'on appelle les colonnes de Beck, où on va apprendre aux gens, c'est waouh. On va apprendre aux gens, c'est quand vous êtes dans un état dépressif, ou même quand vous avez un style de mode dépressif, vous allez interpréter les choses d'une manière dépressogène. Et ça va favoriser le maintien de votre dépression. Et c'est pas toujours la réalité. C'est pas toujours le plus utile pour vous. Alors, ce qu'on va faire, on va vraiment apprendre aux gens à repérer un peu ces pensées. On va leur faire une psychoéducation sur les erreurs de logique aussi, les sauts conclusions, le fait de voir tout en noir et blanc. Vous savez, les gens, ils voient où tout est blanc ou tout est noir. De se focaliser que sur le négatif. Donc, par exemple, voilà, lorsque je suis rentré, ma partenaire est rentrée à la maison ce soir, elle m'a dit bonjour, mais elle ne m'a pas embrassé comme elle le fait d'habitude. Alors, quand vous n'êtes pas dans un état subdépressif ou dépressif, vous pouvez vous dire, vous allez avoir une autre interprétation, on le sait bien. Notre cerveau ne va pas traiter l'information comme quand vous êtes déprimé ou hypodéprimé, comme quand vous êtes en fait en pleine forme. Vous allez interpréter les choses de manière plus noire. On a un filtre, on sait qu'on a un filtre. Et donc ça, vraiment, on va apprendre aux gens à dire, hop, 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 attendez. Quelles sont les pensées que vous avez eues à ce moment-là? Parce que les pensées déterminent votre émotion. C'est pas tellement l'événement, c'est comment vous l'avez interprété. Donc vous voyez que là, elle doit en avoir assez de me voir me morfondre, de me sentir déprimé. Là, moi j'appelle ça le double effet qui se coule. C'est-à-dire que non seulement vous êtes mal, mais en plus, quand vous êtes déprimé, en plus vous critiquez d'être déprimé. Et en plus, vous le percevez plus négativement. Voilà. Elle ne se soucie probablement pas de moi, peut-être qu'elle ne m'aime plus, peut-être qu'elle en aime un autre, etc. Sauf que sur quoi je me fonde? Ben, en fait, je me fonde sur c'est mon cerveau déprimé qui me fait voir les choses comme ça. Donc, on va apprendre aux gens à voir les choses différemment, avec plein de techniques. Par exemple, c'est quand vous êtes, ça vous est déjà arrivé, quand vous êtes enfant, quand vous n'êtes pas déprimé, est-ce que vous voyez les choses comme ça? On va leur dire par exemple, euh, est-ce que vous avez un ami, vous savez, un ami qui conseille bien? Vous savez, cet ami, vous faites confiance à sa manière de voir le monde. Vous savez, cet ami optimiste-là. Face à telle situation, face à cette situation-là, est-ce qu'il penserait comme vous? Ça, ce sont des techniques de restructuration cognitive. On va aussi apprendre, par exemple, à la personne, c'est quoi les conséquences de penser comme ça? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile par rapport à vos objectifs? Est-ce que c'est utile pour réaliser ce que vous avez envie dans votre vie de faire, de penser comme ça? Ok. Est-ce qu'on pourrait voir les choses autrement? Et on va faire ce travail, on va le répéter, et les données montrent que le fait de penser de manière, les pensées alternatives vont permettre de vont modifier l'impact émotionnel des mauvaises interprétations. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît bien maintenant. J'ai vraiment fait quelque chose de simple hein, sur les exemples de prise en charge cognitive, par exemple, de la dépression. C'est un travail qui nécessite d'être répété. Alors, on fait une psychoéducation, encore une fois, sur les erreurs de logique. On apprend la personne à maîtriser ça. C'est vraiment
Alors que ce soit dans le trouble bipolaire ou dans d'autres troubles comorbides, dans la dépression unipolaire, entre guillemets. Un autre traitement qui est particulièrement intéressant, c'est ce qu'on appelle l'activation comportementale. Alors moi, j'appelle ça un traitement low cost, et c'est très, très, très étonnant. On a des preuves d'efficacité extrêmement fortes maintenant sur l'efficacité de l'activation comportementale dans la dépression unipolaire. En fait, ça a été très, très peu utilisé dans le cadre du trouble bipolaire au sens large. Là, je vous ai mis un article très intéressant qui a été publié, même si ce n'est pas des études randomisées, c'est une étude randomisée, c'est une étude cas unique, mais qui va prendre en charge vraiment des spécificités qu'on retrouve dans le trouble bipolaire. Alors globalement, c'est quoi l'activation comportementale? Ça a l'air bête, mais c'est basé sur un principe extrêmement important, c'est que plus vous faites des activités plaisantes, meilleure est votre humeur. D'ailleurs, c'est assez mathématique, une corrélation assez forte là-dessus. Une activité plaisante, ça peut être regarder 10 minutes d'un film marrant, ça peut être manger quelque chose d'agréable. Ce sont des petits moments de la vie qui, cumulés, ajoutés les uns aux autres, vont faire que votre humeur va aller mieux. Alors évidemment, quand vous êtes déprimé, vous n'avez pas envie de faire les choses. Donc tout le principe de l'activation comportementale, ça va être d'apprendre aux gens de dire, n'attendez pas d'être motivé pour faire. C'est en faisant des activités plaisantes que votre motivation va arriver. C'est un peu l'idée, c'est euh, manger donne de l'appétit. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est ça, c'est vraiment important. Et donc, on a plein de stratégies motivationnelles, de planification, d'outils. Et on va essayer de travailler à la personne pour faire notamment monitorer, d'évaluer ça, de dire, regardez, mettez en place, reprenez les activités que vous ne faisiez plus, que vous faisiez avant, et qui vous apportaient du plaisir. Et vous allez voir, votre humeur va s'améliorer et votre motivation va venir. OK. Alors, ce que là, ils ont fait dans le cadre du traitement, dans le cadre du trouble de la dépression bipolaire, c'est vraiment intéressant parce que clairement, il y a aussi cette histoire d'épisode maniaque ou hypomaniaque. Et notamment, attention, c'est qu'on peut aussi, on peut avoir des virages rapides ou autre, c'est que on fait quand même, on va prendre en charge le monitoring aussi d'activités qui potentiellement peuvent être risquées car trop positives, augmenter les ruminations positives et potentiellement favoriser les états hypomaniaques. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une adaptation dans ce type d'activation comportementale, c'est mettre davantage d'accent sur un équilibre approprié entre repos et activité pour éviter ce risque de développer un épisode hypomaniaque. Et vraiment mettre davantage l'accent sur l'exploration du rôle de routine quotidienne dans le maintien des symptômes. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est pas simplement activer les gens, augmenter les activités plaisantes. Ça a l'air simple comme ça a l'air idiot, mais c'est vraiment quelque chose d'efficace. C'est aussi, attention, on va aussi faire l'équilibre entre trop d'activités qui pourraient aussi vous surexciter et peut-être provoquer un virage hypomaniaque. Donc voilà, c'est une étude et dans le TC Montréal, ils utilisent aussi le même principe. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça a été validé récemment et que c'est vraiment une particularité. Mais globalement, vous voyez qu'on a un traitement cognitif et un traitement potentiellement comportemental qui peuvent être cumulés en fonction du profil des patients, des personnes, euh, et qui est vraiment, pour le cas d'activation comportementale, ça peut être mis en place par des non-spécialistes. On n'a pas besoin d'être psychologue pour l'activation comportementale. En Angleterre, c'était le programme Cobra, je crois, c'est un papier qui a été publié dans le British Medical Journal. Même des gens non formés, éducateurs ou autres en santé mentale, peuvent mettre en place des programmes d'activation comportementale. Donc, un membre de la famille, par exemple, à qui on apprend comment favoriser cette activation comportementale peut être aussi un support extrêmement important et c'est basé sur des principes simples avec des manuels existants. Voilà, donc je pense que ça, c'est des choses qui mériteraient d'être mieux évaluées dans de futures études. Voilà. Là aussi, par exemple, technique de résolution de problèmes, ça, ce sont des choses extrêmement bien connues aussi dans le cadre de la dépression. C'est que apprendre, vous savez, des fois, quand vous êtes déprimé, les problèmes, vous les voyez de manière très générale. J'ai un problème j'ai un problème avec mes enfants, j'ai un problème dans ma vie qui, au bout d'un moment, a tendance à être très généraliste. Le but, ça va être d'apprendre à découper les problèmes en petits problèmes. Et quand on a un petit problème, eh ben, on peut le résoudre plus facilement qu'un espèce de grand problème généraliste qui est impossible à résoudre parce qu'il est trop général. Hein, quand les gens, des fois, me disent euh, j'aimerais retrouver le bonheur, excusez-moi, c'est le bonheur pour les uns et pour les autres, c'est très différent. Donc, on va essayer d'arriver à des définitions de problèmes opérationnels, alors qu'on appelle, ceux qui sont en entreprise connaissent bien les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables
est limité dans le temps. Et on va apprendre des techniques de résolution de problèmes, car de temps en temps, vous avez aussi des personnes qui ont des troubles cognitifs, nous empêchent d'arriver à résoudre les troubles, les problèmes. Et ça, c'est une partie extrêmement importante dans le cadre des épisodes des dépressifs. Voilà. Donc voici trois techniques, par exemple, utilisées dans le cadre des épisodes dépressifs dans le trouble bipolaire qui ont montré une efficacité et qui peuvent être utilisées en fonction des profils des personnes euh, individuelles. Alors, quand on revient sur les questions un petit peu de, euh, de manie, là, encore une fois, qu'est-ce qu'on a? Ben, toujours pareil, on va travailler avec la personne, on va lui donner ce modèle. Donc ça, c'est encore une fois un modèle assez connu. C'est, vous voyez, en un changement d'humeur provoqué par la manie, qui va entraîner un changement de pensée. La manière notamment d'interpréter les événements, plutôt basée sous une surestimation des capacités. Vous allez voir ensuite, il y a des données très intéressantes, nouvelles, qui sont en train d'être publiées sur les croyances que les gens ont pendant ces états-là, qui a été très peu étudiée jusqu'à présent, et une sous-estimation des risques. Donc, vous connaissez le problème de prise de décision et des comportements à risque pendant ces états-là. On va avoir des changements de comportement. Donc, vous voyez que les changements de comportement, ils sont dus à des modifications des traitements d'information et des pensées. Si on a des dépenses excessives, c'est parce que je pense que je suis capable, que je me débrouillerai, que rien n'est impossible. C'est cette manière d'interpréter, certes, liée au changement d'humeur, mais le médiateur, comme on dirait au niveau statistique, c'est en partie le changement de pensée. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir potentiellement travailler sur ce changement de pensée pour changer les comportements. L'idée de thérapie comportementale, c'est soit on va travailler sur les comportements eux-mêmes, soit on va travailler sur les pensées pour modifier les comportements. Donc, dysfonction psychosociale, problèmes psychosociaux, ça va entraîner du stress, ça va entraîner des insomnies, et on va avoir comme ça des cercles vicieux. On va essayer de présenter ces modèles-là pour ensuite essayer de travailler avec les personnes. Évidemment, le changement d'humeur, ce n'est pas les thérapies comportementales et cognitives au début qui peuvent modifier quelque chose. Par contre, vous voyez, on peut modifier le changement des pensées. Hein. C'est ce qu'on va essayer de viser. Et on pourra aussi potentiellement modifier l'insomnie à partir du moment où c'est pas monté trop haut. Donc hélas, quand les personnes ont des états trop importants au niveau de l'humeur, un état maniaque, c'est très compliqué. Donc tout le but, ça va être vraiment de repérer les premiers signes et de mettre en place très vite les stratégies. Donc vous voyez, donc un changement de pensée. Et là, voilà, ça c'est un papier moi j'étais très content de voir ça. C'est un papier récent qui a été publié en 2024 sur la validation des pensées maniaques. Alors, c'est très bien décrit dans la littérature. Cliniquement, tout le monde sait que pendant un épisode maniaque ou hypomaniaque, on va avoir certains types de pensées, mais on ne savait pas exactement quel type de pensée précise on avait. Et surtout, euh, on n'avait pas d'outil permettant à la personne de repérer un signe, que potentiellement ça commençait mal. Classiquement, vous savez que pour repérer les états maniaques, souvent c'est le trouble du sommeil, j'ai besoin de moins de sommeil, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et cette étude, d'autres études, hein, il met en scène avec toute son équipe qui font beaucoup de travaux sur les troubles bipolaires, qui ont vraiment. Alors, ça n'a pas été traduit en français, c'est une traduction maison. Euh, il mériterait vraiment d'être traduit, mais vous voyez par exemple, je comprends comment tout fonctionne, je peux affronter le monde entier, les autres sont lents, les autres ne me comprennent pas, je suis fantastique, je suis drôle. Alors, toute une série, 47 items. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça peut constituer non seulement un outil pour repérer les pensées spécifiques à chaque personne, qu'on va essayer de modifier avant que ça monte, que ça monte, que ça monte jusqu'à un épisode qui va être difficile à contrôler. Ça, c'est vraiment donc repérer, mais aussi que la personne repère elle-même ses propres types de pensées qui peuvent être annonciatrices de Ah, là, c'est en train de changer. C'est pas simplement que mon sommeil, c'est aussi que Ah mince, je suis en train de. Ben, voilà, je peux affronter le monde entier, ben, je l'ai un peu, je pensais que c'est. Ben, ouais, parfois, je pense ça, mais d'un coup, je commence à le penser très souvent. Je commence même à le penser en permanence. Ça, c'est pas bon signe. Donc, ça peut à la fois servir d'indicateurs précis, parce que je pense qu'il faut trouver pour les personnes des signes précis pour annoncer, enfin, les données montrent ça, qu'il se passe quelque chose au niveau de l'état maniaque, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est que quand c'est trop élevé, c'est trop tard, ou en tout cas, ça va être très très compliqué. Et le but, c'est de repérer le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment cet outil qui a été développé, très intéressant. Et en plus, il va nous aider, donc ça, c'est un travail qui va être fait, on revient pareil, sur la restructuration
des pensées. Voilà. Lorsque je me sens euphorique, je pense souvent, waouh, je me sens vraiment créatif et plein d'énergie. Tous les autres semblent si peu inspirés. Et on va essayer, comme dans la dépression, d'avoir des pensées alternatives et qu'on appelle équilibrées, utiles, fonctionnelles. Quelle preuve est-ce que mes pensées sont vraiment la réalité? Quels sont les faits ou détails que j'ai pu ignorer ou négliger qui feraient que ben, c'est peut-être pas exactement tout à fait vrai? Quelles sont les autres explications possibles? Que je suis vraiment créatif, j'ai un pouvoir spécial. Existe-t-il d'autres façons d'envisager la situation? Etc., etc. Et vous voyez, ça peut permettre de favoriser le fait que, waouh, ben, peut-être que mon humeur est en train un peu trop s'élever. Il serait peut-être bon de garder la tête froide. Attention, je ne vais peut-être pas me lancer tout de suite dans une tentative. Et je mets en place des techniques comportementales ou autres, de régulation d'humeur, de remettre des rythmes de vie. Tiens, j'ai peut-être mon traitement, est-ce qu'il est bien ajusté? Euh, euh, pour essayer de faire diminuer cet emballement potentiel du cercle vicieux qui peut entraîner un épisode problématique. Donc, vous voyez aussi, donc, on va utiliser par exemple des stratégies en plus des stratégies cognitives, des stratégies comportementales. Donc, ça, ce sont des traductions de TikTok qui n'ont pas été faites enfin, qui ne sont pas disponibles en français, mais on pourra en revenir. En tout cas, je vous enverrai les liens. Mais par exemple, vous voyez, ça va être par exemple d'aider les personnes, si on leur recommande, organiser, hiérarchiser les idées projets. Pendant la manip, souvent on a plein d'idées et d'intérêts nouveaux. C'est de travailler avec les gens sur les coûts et les avantages de ces idées. De quelles ressources j'ai besoin? Quelles sont les étapes à suivre? OK? Et le fait qu'en fait, il est important que vous fassiez cela pour chaque idée. Parce que, évidemment, pour éviter la fuite des idées, le fait qu'on commence 10 000 projets, si on va se centrer sur un projet, on va regarder qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Hein, parce que si on a aussi des croyances comme ça sur l'idée que, waouh, l'état, évidemment, maniaque, hypomaniaque, me permet d'être plus créatif, me permet de faire plein de choses. Non, non. Avantages, inconvénients, enfin, des techniques cognitives. On va aussi avoir des comportements, on va essayer de, par exemple, de limiter des stratégies ou des activités qui peuvent être trop, augmenter la roussole ou d'augmenter trop le système de récompense. Travailler sur les perturbations du sommeil. On voyait précédemment, vraiment dans les éléments précédents, c'est vraiment cette place centrale de la prise en charge de l'insomnie qui va être important de modifier. Voilà. Donc voici un exemple, par exemple, de stratégie cognitive et comportementale. Alors, ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter de manière assez concrète sur ce qui peut être fait. Et vraiment un axe extrêmement important, extrêmement délaissé, et je renvoie vers un excellent article du professeur Geoffroy dans l'Encéphale, qui date de quelques années déjà, sur la caractérisation, la traîne des plaintes et comment traiter les plaintes de sommeil dans les troubles bipolaires. Et les personnes faisaient, et c'est ces spécialistes, donc avec Mouton Franchi, enfin Régis Lopez de Montpellier, qui sont vraiment des grands spécialistes de la prise en charge et du sommeil, et qui vous disent, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose, hélas, qui a changé, c'est-à-dire que les plaintes de sommeil, c'est quelque chose, encore une fois, de sous-évalué, où on va tout de suite répondre par des hypnotiques, par des benzos, alors que ce n'est pas les traitements de première intention. Et ça, c'est vraiment important. Et qu'est-ce que nous disent un petit peu les auteurs? C'est que dans le trouble bipolaire, ben, il y a énormément de perturbations du sommeil qui vont toucher à la fois la qualité et la quantité de sommeil, qui vont entraîner des grandes variabilités de veille-sommeil extrêmement importantes. Qu'on a beaucoup aussi de comorbidités de sommeil, d'hypersomnolence. On a aussi des syndromes de jambes sans repos, les principes d'apnée, qui sont souvent, c'est ce qu'ils disent, sous-évalués et en plus qui vont favoriser, mais on retrouve ça exactement d'ailleurs comme beaucoup de troubles mentaux, ben, les problèmes métaboliques, les problèmes qui vont réduire l'espérance de vie. Hein. Euh, on a des gros problèmes de santé somatique aussi dans le cas des troubles bipolaires. Et hélas, c'est quelque chose qui n'est pas souvent bien accompagné. Or, en tout cas pour la manie, mais même pour la dépression, le sommeil, c'est un véritable enjeu, un facteur G central pour la gestion. Et le problème, encore une fois, enfin le problème, on va dire très français, c'est la diffusion des thérapies comportementales et cognitives du sommeil. Très très clairement, c'est le monde entier considère les thérapies TCC pour le sommeil en première intention. C'est le traitement de première intention le plus efficace. Alors, de type insomnie, hein, on est d'accord.
c'est vraiment extrêmement, extrêmement important. Or, on a très peu de thérapeutes. Le traitement n'est jamais celui-ci, n'est jamais celui donné en première intention. Je connais des centres experts à droite à gauche. Vous n'avez même pas quelqu'un qui sait faire un TCC du sommeil. C'est abracadabrant. Et les personnes qui ont des troubles bipolaires devraient être monitorées très régulièrement et qu'on leur apprenne des stratégies. Et je vous dis, c'est à peu près les données d'efficacité, c'est entre 4, 6, 8 sessions, vous arrivez à avoir des résultats extrêmement, extrêmement importants. Là, c'est un papier récent qui a été publié, qui est extrêmement intéressant, même sur une approche transdiagnostique, vous voyez, de prise en charge du trouble du sommeil, dans la dépression, le TDAH et les troubles bipolaires, et qui montre ça, c'est. Bon, j'ai bipolaire parce qu'il y a très peu de. En fait, c'est très étonnant aussi. Il y a très peu de données là-dessus. Très peu de données là-dessus, avec une efficacité en 6 sessions d'1 heure. Alors, la TCC du sommeil dans les troubles mentaux, quels qu'ils soient, on a une efficacité plus, enfin, plus grand-chose. Dans le trouble bipolaire, de manière très étonnante, on a très peu de données. Ça, c'est le dernier papier que j'ai trouvé et qui était ultra, ultra important parce qu'en plus, il prenait des comorbidités qui peuvent être fréquentes dans le cas des troubles bipolaires et qui permettaient vraiment de prendre des groupes avec autant des gens qui ont des TDAH que des troubles bipolaires, 6 séances pour avoir une efficacité. Donc, véritablement, je ne crois pas que ça coûterait énormément, très très cher, en tout cas, de proposer ça aux personnes, tellement c'est central et tellement on a on a des moyens efficaces. Et vraiment, je dis ça, c'est la TCC du sommeil et d'indication. Mais très peu de données dans le trouble bipolaire, donc c'est vraiment des études à mener dans l'avenir. Voilà. Donc, ça, ce qu'on retrouve dans la TCC du sommeil. Rapidement, c'est pas extraordinairement compliqué, hein. On a des principes d'hygiène de sommeil, d'hygiène de sommeil. Donc en plus, double effet qui se coule positif pour les personnes qui ont, c'est-à-dire hygiène de vie, pour les personnes qui ont des troubles pubères, c'est extrêmement important. Rythme, etc., etc. Contrôle du stimulus, ce sont des choses aussi simples. C'est on se couche uniquement quand on est somnolent. Euh, Lorsqu'on a du mal à dormir, eh ben, on sort du lit au bout d'une demi-heure. La chambre est réservée pour les activités sexuelles et pour dormir. Voilà. On ne contrôle pas le sommeil par le coucher, mais par le lever. On ne se force pas, ça se force pas le sommeil. Ça ne se force absolument pas. Par contre, on peut le contrôler par le lever. Voilà. Des thérapies cognitives, des fois des gens qui sont très inquiets quand ils ne dorment pas, donc il va augmenter les ruminations avant de dormir. Ah, mon Dieu, si je ne dors pas. Et on va leur apprendre des stratégies, notamment pour reporter les interrogations, ou des gens des fois qui sont du souci, et qui, avant de se coucher, on leur dit, posez vos soucis, on résout ça demain, c'est pas maintenant. Utiliser aussi des stratégies de plus en plus de pleine conscience pour le sommeil, ça peut être extrêmement intéressant, de défocalisation, d'acceptation. Ça, ces techniques sont actuellement employées. Donc vraiment, on a tout un arsenal très bien validé. Les spécialistes mondiaux, c'est Charles Morin sur la TCC du sommeil, qui est québécois. Voilà, on a vraiment beaucoup de recul là-dessus. Eh ben, à qui on a proposé, je ne sais pas parmi vous, une thérapie comportementale et cognitive du sommeil. Qui a des problèmes de sommeil, à qui on a proposé une thérapie comportementale et cognitive du sommeil? Euh, En général, c'est plutôt assez rare. Voilà. Ensuite, je voulais un peu conclure en tout cas ma présentation sur la question de la formation. Donc, comme je le disais un peu sur les conflits d'intérêts, moi je suis membre du CA de la Science française de thérapie comportementale, qui est la plus grosse association et qui travaille beaucoup. Donc on essaie d'avoir beaucoup travaillé avec les associations. Euh, donc, on est vraiment à la recherche aussi de partenariats parce qu'on ne peut pas faire sans les personnes qui sont concernées. Là, par exemple, on est en train de travailler avec les collègues de l'AFTOC sur une formation spécifique au TOC, euh, avec Raphaël Blau notamment. Voilà. Euh, Quand on regarde en France, je vais vous donner juste cet exemple, ce qui se passe en Angleterre. Donc en Angleterre, les TCC pour le trouble bipolaire sont considérés comme traitement psychologique de choix à donner en première intention. Alors, ils mélangent symptômes psychotiques et troubles bipolaires, on peut apprécier ou pas. C'est 2 ans de formation. La première année, c'est une généralité sur 46 jours. Ok, c'est des troubles anxio-dépressifs, mais spécifiquement sur les symptômes psychotiques et troubles bipolaires, 28 jours de formation. En France, j'ai bien regardé, vous trouvez maximum 1 jour, 2 jours de formation. Là, je vois par exemple, c'est Nicolas Duchesne, qui est un cher collègue de Montpellier, qui est un spécialiste reconnu. C'est un des seuls qui est capable et qui donne des cours des formations sur le trouble bipolaire. C'est quand même, c'est assez incroyable et c'est 1 jour, 2 jours maximum.
Donc on a un vrai problème d'offre et de formation. Donc je crois que c'est vraiment un gros enjeu, en tout cas, sur la prise en charge du troublard. Tant maintenant on a des données claires et d'évidence que ça doit être intégré avec d'autres accompagnements, hein, de rétablissement, centré sur le rétablissement, d'accompagnement d'activité physique, pour accompagner, pour que les personnes avec un trouble bipolaire aient une vie la plus en lien avec leurs valeurs et ce qu'ils ont envie de faire de leur propre vie. Voilà. Donc voilà, c'est un peu pour pointer ça. Euh, je m'autocritique aussi, on a un vrai problème de formation. Voilà, en résumé, quand même, il y a un intérêt clairement maintenant. C'est difficile de dire le contraire avec les données qu'on a ramassées sur la TCC dans le trouble bipolaire. On a un effet supérieur, dès qu'on rajoute la TCC à pharmaco, c'est supérieur à pharmaco seul. Donc il n'y a aucune raison scientifique que ce ne soit pas recommandé en maintenant les thérapies comportementales et cognitives, et peut-être d'autres psychothérapies évidemment. Moi je pense que c'est extrêmement important avec d'autres approches. Psychoéducation du patient, c'est évident, mais les familles, évidemment, intégrer totalement les familles ça semble évident quand elles sont présentes, c'est qu'elles ne sont pas toujours présentes, c'est pas de famille des fois il y a des familles qui n'en peuvent plus, quand c'est possible, euh, le plus vite possible, on connaît les retards diagnostiques dans le cadre du trouble bipolaire, mais tout de suite on doit intégrer les familles, tout de suite on doit mettre en place des prises en charge de type TCC. À considérer dans le temps, je crois que vraiment aussi le problème d'efficacité, c'est qu'il faut être clair, c'est que certainement qu'on peut avoir des interventions pendant 10 15 séances, et ensuite, certainement qu'il faut revoir la personne peut-être une fois par an pour faire des piqûres de rappel. Je pense que ça, moi, ça me semble extrêmement important. Euh, il y a nécessité d'améliorer les protocoles pour en améliorer l'efficacité. Je crois que c'est très clair, notamment intégrer systématiquement le sommeil. Il y a d'autres pistes intéressantes, notamment la question des ruminations positives dans la manie. Ça, c'était bien montré, c'est que les gens vont, quand ils ont des épisodes, ils arrivent vers la manie, c'est qu'il y a un processus mental, c'est la rumination. Et on pensait tout le temps que c'était la rumination négative, mais les gens ont commencé à ruminer de manière positivement sur des faits, sur des croyances. Et ça, c'est des techniques certainement spécifiques qui pourraient être mises en place pour éviter justement, ah mais vraiment c'est extraordinaire, je commence à vraiment être fort, je commence vraiment, pour stopper ça, et potentiellement avec un potentiel de modifier l'arrivée de l'épisode hypomaniaque. Voilà, donc améliorer les protocoles, ça je pense que c'est vraiment important. S'il y a un effet léger, euh, au mieux presque modéré, c'est qu'il voilà, il faut améliorer les choses. Alors jusqu'à quel niveau, on ne sait pas, mais parce on s'est pas attardé, on est resté longtemps en disant que c'est pas accessible, comme dans les troubles symptômes psychotiques. On sait maintenant que c'est possible. Voilà, donc il faut des études fondamentales et vraiment en adjunct, enfin, en ajout des traitements pharmacaux. Et puis clairement, il y a très très peu de thérapeutes formés. Donc former plus de thérapeutes. Je crois vraiment aux nouvelles aussi, potentiellement aux nouvelles technologies euh, pour diffuser ça. Alors on a très 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 peu de données là-dessus. Vous voyez on a une méta-analyse qui a été publiée dans le Journal of Eating Disorder pour des interventions par web ou appli. Il y avait très peu de données qui montrent une efficacité, c'est assez intéressant, mais que pour l'instant pour la prise en charge de la dépression euh, côté dépression dans le trouble bipolaire. Là, on a une étude qui est en train donc la même équipe Gutiérrez qui est en train de voir un petit peu dans le cadre du trouble bipolaire 2, donc aussi pour les épisodes 9 qui a été lancé. Donc je crois que c'est vraiment, vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça peut, notamment dans le cadre de la dépression, on sait que la TCC, même à distance ou par application, à partir du moment où il y a un feedback, la question d'avoir un thérapeute qui fasse du feedback montre que c'est supérieur. Les applications sans feedback ne sont pas très, très efficaces. Par contre, quand il y a un feedback, donc euh, je, je- je crois qu'il y a aussi peut-être l'intérêt peut-être de l'IA, on va voir un petit peu ce que l'IA pour faire du feedback, ça peut être extrêmement important. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Voilà. Et on a vraiment trop peu de données dans les troubles bipolaires, et ça, c'est pas possible. Il faut vraiment favoriser ces études-là. Il faut pour se diffuser. Ne rêvons pas, on n'aura pas formé assez de thérapeutes que, euh, pour que tout le monde ait accès. Et puis, le problème des déserts médicaux, encore une fois, il y a une inégalité d'accès aux soins de santé mentale qui est pas acceptable. Et ça peut être vraiment une solution par web, par appli, avec un thérapeute ou une IA. Et voilà, en fait, donc, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous renvoie juste vraiment sur les choses disponibles. Il n'y a quand même pas grand-chose en français. TCC Montréal, vraiment site génial. Quelques
bouquin en anglais. Le Center for Clinical Intervention pour le trouble bipolaire, qui a fait un travail très intéressant de sorte de self-help qu'on est en train qu'on est en train de traduire. Voilà, merci pour votre écoute et pour votre attention. Et j'espère que je vous ai apporté quelques éléments nouveaux pour l'accompagnement des personnes qui ont un trouble bipolaire. Je vous remercie. Merci à vous, Merci professeur. beaucoup. Merci, merci beaucoup. Bonjour, je me présente puisque je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'ai tout entendu quand même. Et je vous remercie d'abord d'être venu. Et puis c'est quelque chose que personnellement je connaissais absolument pas. Et bon, comme certainement pas mal de gens quand même. Et donc je remercie, j'en profite hein, pour remercier Mande Bouzidi, qui est un membre d'Argos 2001 et c'est lui qui nous a dit, mais vous devriez faire venir le professeur Serge Rafal. Voilà, et bon, et Monde travaille donc, comme ça, je pense que la plupart des gens le savent maintenant, sur une application dans laquelle est intégrée la TCC. Je ne sais pas s'il faut dire la ou les TCC. Alors moi, je suis d'accord, c'est très pertinent ce que vous dites. Moi, je suis d'accord. On dit souvent la thérapie comportementale. Moi, je suis d'accord de dire les thérapies comportementales parce que c'est en totale évolution. Et je suis d'accord, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Les thérapies comportementales et cognitives. Oui, oui, vraiment, c'est passionnant, mais effectivement, non. Enfin, personnellement, je sais pas, les autres, on n'en entend pas beaucoup parler, quoi. On ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà, je laisse les autres s'exprimer, puis ensuite, on va prendre les questions des gens. Landine ou Émilie, qu'est-ce que vous en pensez? Très Oui. instructif. Landine, je te laisse parler. Vous avez répondu à beaucoup de questions pendant votre intervention. Voilà. Donc, mais il y en a une qui revient plusieurs fois et je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre. C'est y a-t-il un annuaire pour trouver un thérapeute formé en TCC? Et est-ce qu'il y a des formations pour les familles aidantes en présence de la personne bipolaire pour un travail de collaboration? Alors, très très bonne question. Alors, juste, je me permets, hein, c'est pas Serge Raffard, c'est Stéphane Raffard, mais c'est pas grave, hein, c'est Oui. juste que je sais pas pourquoi les gens m'appellent souvent Serge. C'est un vieux prénom comme Stéphane, mais c'est pas grave du tout, hein. Alors, je vais répondre classiquement. Donc, alors, il y a un annuaire, notamment la FTCC propose un annuaire de spécialistes, mais en fait, on n'a pas d'annuaire de spécialistes de personnes qui accompagnent les gens qui ont des troubles bipolaires. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que des gens qui affichent troubles bipolaires, etc., et qui n'ont absolument pas de formation. Parce qu'en fait, il existe, parce que les formations sont à faire pour moi, vraiment sérieuses. Vous avez des gens vraiment, vous avez des gens qui sont super spécialistes, par exemple, vous avez Strasbourg avec le professeur Louisa Weiner qui travaille beaucoup sur le trouble bipolaire, et pas que, hein. Et ben donc on a la FTCC, qui vous dit qu'en fait, qui vous dit qu'il y a des thérapeutes TCC en France, vous le trouverez, il y a un annuaire. Mais alors, on ne trouve pas toujours la spécialisation pour le trouble bipolaire. Voilà. Mais par contre, vous avez un annuaire, Association française de thérapie comportementale. Et ensuite, sur la psychoéducation des familles, euh, et ben alors ça, euh, juste une question. Est-ce que vous travaillez au niveau de l'association sur la psychoéducation des familles? Est-ce que vous avez vous-même travaillé par exemple, dans le cas de la schizophrénie, on a Yann Audet qui a beaucoup bossé, par exemple, sur le programme Pro-Famille, qui a énormément développé ça dans le cadre des troubles psychotiques. Il existe des programmes de psychoéducation des familles. Je sais pas. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a très peu de formations qui ont été traduites en français, malgré les données très claires d'efficacité. Est-ce que je me rends compte? Est-ce que c'est la réalité? Nous avons mis au point une psychoéducation pour les patients et une psychoéducation pour les proches. Ah, bravo. On fait les deux. Alors, c'est une psychoéducation par visioconférence Mhm. et qui comporte plus de modules pour les patients que pour les proches. Et en fait, on a plus de mal à avoir des proches dans notre association que des patients. Donc, parce que en fait, les proches, ils sont plus souvent à l'UNAFAM, où ils ont des modules de psychoéducation comme Bref, comme Pro-Famille. La Pro-Famille, ça dure 3 ans, et puis Bref, c'est assez bref.
mais je sais que Romain Ray a fait un autre programme de psychoéducation un peu plus costaud que ça. Mais l'intérêt de notre psychoéducation, c'est qu'elle est vraiment spécialisée dans le trouble bipolaire Bien sûr. et par une psychiatre qui est spécialiste des troubles bipolaires et une Excellent. psychothérapeute qui est formée et qui est formée à toutes sortes de choses. Alors, la TCC, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Est-ce que Blandine, tu sais, elle est formée pour la TCC Comment? et eux, est-ce Julie Méheux, est-ce qu'elle est Ah, formée pour la je TCC? pense que oui. J'en suis pas 100% certaine, hein. Hmm, voilà. Donc, et on a aussi un patient expert dans ce groupe, qui est quelqu'un de l'association qui a effectivement une grosse expérience, comme on a un proche expert pour les patients, pour les proches, et qui change au fur et à mesure des séances. Bon, et c'est vrai que ça porte énormément. Mais la TCC, on la cite, hein, Julie en parle tout le temps des TCC, mais bon, personnellement, je ne savais pas ce que c'était. Mais il y a pas mal de gens qui ont fait des thérapies cognitivo-comportementales dans l'association. Ils le disent, hmm, hein, ils le disent. Mais, hmm, mais en tout cas, il n'y en a pas pour les proches. Ça, c'est sûr et certain. Alors, ouais, alors sur les proches, disons que vraiment sur la question de la rechute, c'est vraiment la psychoéducation il faut faire pour faire la TCC. Après, s'il y a des problèmes individuels, par exemple de dépression, etc., ça peut être tout à fait efficace. Par contre, la TCC sur les proches pour diminuer les symptômes, c'est pas pour l'instant, on n'a pas de données tellement sur ça. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment une psychoéducation des proches comme vous faites. C'est vraiment les recommandations internationales et c'est une absolument excellente chose. La thérapie comportementale et cognitive, c'est juste utiliser des moyens. D'ailleurs, normalement, dans la psychoéducation, je connais assez bien Yann Audet, ils utilisent énormément de techniques comportementales, de modification de pensée, des modifications comportementales. Donc ça, ce sont des stratégies qui ont été intégrées dans la psychoéducation. D'ailleurs, ce qui est une vraie psychoéducation, c'est ça, c'est d'apprendre des techniques. Donc après, c'est exactement ce qu'ils font au niveau international. Donc dès que c'est mis en place, vous prenez des techniques de modification de pensée, de gestion des émotions, de régulation des émotions. Wow, c'est impeccable. C'est très très bien. Mais par contre, oui, beaucoup de gens font des TCC, mais il y a une spécialisation des TCC pour les troubles bipolaires. Il y a quand même une spécialisation et elle est peu développée en France. Et les gens sont pas très bien formés. Hmm. Alors moi j'ai une question de Claude qui dit ma question, mon fils est bipolaire, joueur compulsif, sexe compulsif avec mise en danger, quelle est la thérapie la mieux adaptée? EMDR, la PNL, la Gestalt, autre? Merci beaucoup. Ok. Alors, bah, je vais répondre très clairement. Euh, Il n'y a bah, aucune de toutes celles qui ont été présentées, vraiment aucune. Je suis vraiment désolé. Alors là, je parle vraiment en tant qu'universitaire, hein, je dirais, et donc j'assume parfaitement mes positions. C'est mon boulot. Donc le MDR n'a que seule indication le stress post-traumatique de type 1, c'est-à-dire le stress. Alors maintenant, c'est le MDR, vous l'entendez partout parler, c'est un scandale. Il y a un problème vraiment au niveau de l'État de réguler les psychothérapies. Alors l'État ou alors au Québec, c'est l'Association des psychologues qui gère ça. Le MDR n'a qu'une indication d'efficacité, c'est le psychotrauma de type 1. Point. Donc c'est-à-dire le trauma unique. Non, Euh, mais c'est psychotrauma de type 1. de trauma unique, c'est-à-dire c'est pas les traumas complexes. Les traumas complexes avec des gens qui ont été agressés de manière répétée, dans le cadre de phénomènes de guerre, etc. Donc le MDR, enfin en gros, je simplifie, c'est dans le traumatisme, dans le stress post-traumatique. Le reste, il n'y a pas d'indication de PNL, ce sont ni PNL, ni Gestalt, ce ne sont pas des thérapies qui ont été évaluées dans le trouble bipolaire. Là, je vous ai donné les données de toutes les Je vous ai montré un petit tableau, c'est pour ça que c'était important que je peux y revenir, hein, si on revient. Je vais revenir sur un partage d'écran. Alors, je reviens. Hop, tac. Hop, voilà. Alors, partage d'écran. Ça a marché. Ben non. Je vais revenir. Si ça veut bien marcher, s'afficher. C'est parfait. Allez, je reviens.
Alors, C'est quand on bon. regarde quand on regarde, je vous dis, les seules psychothérapies qui ont été évaluées, c'est celle-ci. Ça, c'est l'American Psychological Association qui montre bien les psycho. Donc, vous avez la psychoéducation, que je pense qu'il ne faut pas considérer comme psychothérapie, mais ce sont les thérapies comportementales et les thérapies interpersonnelles et des rythmes sociaux, qui sont des thérapies comportementales centrées sur des techniques interpersonnelles, qui sont très comportementales, et sur les rythmes sociaux et les perturbateurs de rythme chronobiologiques. Donc, très peu développés, qui montrent une efficacité, hein. Il y a vraiment une efficacité. D'ailleurs, les thérapies comportementales, maintenant, nouvelles, intègrent ces thérapies des rythmes sociaux. Le reste, il n'y a aucune donnée et preuve d'efficacité de toutes les autres psychothérapies, qu'elles soient psychodynamiques, psychanalytiques, EMDR ou autres. Ça, ce sont les seules études qui ont bénéficié d'études randomisées, contrôlées, avec des tailles échantillons suffisants pour montrer une efficacité. Donc, euh, je, toutes les psychothérapies qui ont été citées n'ont pas de preuve d'efficacité. Je ne vais pas dire qu'elles sont inefficaces. Elles n'ont pas montré leur efficacité. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment important. Et les données sont très claires. Ce sont les thérapies comportementales et cognitives qui ont le plus de preuves d'efficacité. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la thérapie et des rythmes sociaux surtout? Alors, globalement, vous regardez, si vous regardez, il y a tous les ingrédients, là, vous voyez, c'est stabiliser l'humeur par la régulation des rythmes sociaux et des problèmes interpersonnels. C'est tiré de ce qu'on appelle la thérapie interpersonnelle de la dépression. Les deux psychothérapies, alors, les psychothérapies efficaces dans le cadre de la dépression, il y en a trois, grosso modo, les thérapies comportementales et cognitives, qui sont vraiment le plus grand preuve d'efficacité, mais vous avez aussi les thérapies interpersonnelles. Elles considèrent que ce qui est à la base de la dépression, ce sont les questions des places et la question je simplifie, hein, des conflits interpersonnels. Donc, va entraîner du stress. Le stress va entraîner avec les familles, aussi dans le travail. Et donc, ils vont travailler sur ça. Donc, ils vont travailler par des approches vraiment comportementales, par des approches cognitives aussi. Mais ils vont se centrer sur les relations interpersonnelles. Et aussi, ils vont vraiment travailler sur les rythmes sociaux. Il y a des modèles, vous savez, de manie c'est la perturbation des rythmes sociaux, c'est-à-dire rythmes sociaux et des rythmes de sommeil. Euh, les gens vont commencer à moins dormir, donc il va y avoir un gros travail pour mettre en place des activités très régulières. Donc ils vont avoir par exemple des tableaux, qu'est-ce que je fais le matin en me levant, quel est le premier contact que je dois mettre en place, un contact assez rapide pour éviter la dépression. Car tout à l'heure, vous vous rappelez, quand je vous parlais d'activation comportementale, plus j'ai d'activité, meilleure est mon humeur. Et on sait que l'activité qui améliore le plus l'humeur, c'est une activité sociale. Les interactions sociales sont les activités qui nous apportent. Alors, quand elles ne sont pas conflictuelles, justement, elles sont celles qui sont le plus renforçantes au niveau de l'humeur. Donc, ils vont travailler beaucoup là-dessus. Ils vont travailler sur toute la prévention des perturbateurs de rythme, alcool, hyperactivité, je dors pas ou je dors mal. Donc, voilà, les rythmes, mais ils vont vraiment centrer sur ça, en fait. Donc, mais c'est très comportemental, hein. Honnêtement, c'est assez comportemental. Et maintenant, les TCC intègrent beaucoup ces rythmes sociaux. Voilà. Mais en tout cas, elles ont été montrées efficace aussi, avec moins de preuves d'efficacité dans le cadre des troubles bipolaires. C'est vraiment hyper important, la question du rythme, la question des habitudes, la question du sommeil, la question de mettre en place des interactions. Quand les gens sont déprimés, ils restent dans leur lit, ils n'ont plus envie de parler aux autres personnes. Or, parce qu'ils n'ont plus envie, je ne suis pas capable, je ne suis pas intéressant, je ne vaux rien, c'est ce qu'il va falloir remettre en place. Ça va être extrêmement important. Oui. Est-ce que j'ai répondu correctement? Oh, ben, Oui, parfaitement. Merci. il y a d'autres questions, Blandine? Alors, Et il y Blandine? a une question, quand est-ce qu'il vaut mieux démarrer une TCC? Quand on a fait une crise de manie ou qu'on a eu une dépression un peu sévère, quand est-ce le meilleur moment? As soon as possible. Comme j'aurais toujours cette réponse Aussi vite que possible. plus vite. Exactement. Pourquoi? Parce que on le sait bien, c'est que ça peut être vécu par certaines personnes comme des échecs. Et le but, c'est de commencer à reprendre action sur la vie. L'idée, c'est, en plus de la médication, c'est de donner de nouveaux outils pour que les personnes puissent apprendre à gérer
ben alors, on peut on peut gérer en partie une dépression. Alors, quand elle est très forte, c'est très dur. Quand il y a un épisode d'humeur élevée, c'est beaucoup plus dur. Donc, plus vite possible, on essaie des nouvelles techniques doucement. On retarde. On voit qu'on arrive à mieux gérer notre humeur en se disant, le but, c'est pas d'être extraordinairement heureux. Le but, c'est d'améliorer son humeur pour atteindre de plus en plus ses objectifs. C'est de repérer, ah, je commence à avoir des idées, ben, je vais essayer de modifier ces pensées, je vais modifier mes comportements pour essayer de ne pas aller jusqu'au cycle de l'épisode maniaque ou hypomaniaque qui potentiellement va entraîner des hospitalisations. C'est-à-dire que le plus vite, les données montrent que plus vite vous prenez en charge et vous donnez des techniques, des outils aux gens, mieux ça va se passer. C'est pareil pour la médication. On sait très bien le gros problème, c'est les retards de diagnostic. Donc plus vite on donne des outils aux gens, ben, mieux ils s'en sortent, hein. Mhm. Hmm. Merci. Merci. Alors oui, j'ai une question de Laurence qui dit ma fille jeune de 23 ans diagnostiquée il y a 4 mois, traitement recherché en cours, lithium, etc. Elle ne veut pas se priver car elle est jeune et veut vivre sa jeunesse, voir ses amis lors de soirées Tea Brave avec Red Bull et Poppers, que je ne connais pas. Comment l'amener à considérer les risques et les conséquences? Alors, c'est une très, très, très bonne réflexion. Alors, en fait, là, on voit qu'on a un problème certainement comorbide, évidemment, d'humeur et de problème d'addiction. C'est-à-dire, le popper, c'est une drogue récréative euh, qui est utilisée beaucoup dans la question des raves. D'ailleurs, un des groupes, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, je crois qu'on sait très bien que les raves attirent énormément de gens qui ont des troubles de l'humeur, avec des conséquences extrêmement problématiques, en plus avec toute une question d'identité. Donc, en fait, évidemment, il faut faire de l'analyse fonctionnelle avec les personnes. Ce qu'elles disent, c'est très juste. J'aimerais pouvoir profiter. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est des approches motivationnelles. Alors, ce sont des approches aussi qui sont très intéressantes, qui sont utilisées principalement dans la question des addictions pour essayer de travailler avec les personnes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, dans la période de manie, en fait. C'est-à-dire de dire, en fait, c'est une question d'équilibre. Est-ce que je pourrais aussi profiter sans faire des rechutes maniaques, en fait? Donc, c'est pour ça que tout le travail, ça va être d'apprendre aux personnes, c'est comment je peux prendre du plaisir sans faire des rechutes. Et ça, des fois, des fois, c'est un long parcours. Des fois, c'est un parcours qui n'est pas simple, puisqu'on sait qu'on a des recherches de sensations. Donc, le travail, c'est souvent essayer de voir un peu en période aussi euthymique. En période euthymique, ben, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, les conséquences? Et on travaille beaucoup sur la question des valeurs, d'essayer de faire de la distance cognitive. En gros, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Je crois que vraiment, il faut travailler sur ça, c'est-à-dire, certes, on veut s'amuser, mais qu'est-ce que la personne veut faire dans sa vie? Et comment on peut utiliser des techniques dont on a parlé précédemment pour essayer d'équilibrer ces pensées un petit peu ben, maniaques, hein. Je suis invincible, j'ai envie de m'éclater, pour avoir quelque chose de plus équilibré. Et donc, on va beaucoup travailler ça en thérapie cognitive, c'est quelque chose d'équilibré et travailler sur les conséquences. Et donc, c'est un travail classique de motivationnel, de changement de comportement. C'est un des aspects les plus complexes, hein. Combien de Et la temps? base, juste la base, hein, c'est l'alliance thérapeutique. Encore une fois, toutes les psychothérapies en partie vont être efficaces, mais comme la prise en charge des traitements médicamenteux, c'est mettre en place des alliances thérapeutiques. Et c'est pas dire aux gens, c'est n'importe quoi, non, tu n'as plus le droit d'être jeune. Il va falloir arriver à trouver cet équilibre entre je veux être jeune et profiter et pas rechuter. Donc, comment on fait? Merci Il faut le pour travailler. beaucoup de familles, je pense. Mhm. Merci. Oui, 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 non, mais Vas-y, vas-y, Blandine. Oui, il y a une question sur, bah, plusieurs questions sur la prise en charge financière de ces TCC. Est-ce que vous pouvez nous répondre sur ce bien sujet? sûr, bien sûr. Alors, donc, soit vous avez des services universitaires de psychiatrie qui proposent des prises en charge de type thérapie comportementale, donc des CMP, mais encore une fois, donc, c'est le problème des CMP, hein, c'est-à-dire un an d'attente ou autre. Et après, en libéral, maintenant, vous avez mon soutien psy, vous avez 12 séances de psychologues qui sont remboursées une à deux fois, je crois, par an. Donc, il y a un remboursement maintenant, les psychologues sont remboursés. Alors, tous les psychologues, hélas, pas que les psychologues qui font des psychothérapies efficaces. Donc, il y a mon soutien psy. Et le but, c'est d'essayer de trouver des personnes qui font de la TCC et qui sont dans le dispositif Mon soutien psy qui est remboursé par l'assurance maladie. Donc, il y a ça, premièrement. Et ensuite, trouver des. Moi, je pense qu'il faut se rapprocher aussi des centres experts. Moi, je pense qu'un gros problème, le problème des, un des gros... Moi, je suis dans un centre expert schizophrénie, principalement.
dans notre service. Donc, on a développé énormément l'accompagnement et les prises en charge. Notre service a énormément développé des prises en charge autour de la schizophrénie. On a 2 unités de rétablissement. Et honnêtement, je pense que quand même, je pense qu'il devrait y avoir aussi cette discussion, c'est que c'est bien beau de faire du diagnostic, mais aussi qu'est-ce qu'on propose. Et je pense qu'il y a vraiment aussi une responsabilité de la part des centres experts. Mais après, qui ont fait un magnifique boulot, hein, mais c'est d'essayer de solliciter l'État pour qu'il aussi finance des psychologues ou des psychiatres. Hein. Moi, Nicolas Duchesne, c'est un psychiatre, c'est un des seuls qui fait des ATCC troubles bipolaires sur Montpellier. Donc, vous avez aussi Soufiane Card qui en fait. Donc, il y en a très, très peu, en fait. Mais le but, c'est ça. Donc, là, vous avez le bon soutien psy, c'est remboursé en partie. Vous avez les mutuelles aussi qui financent ainsi, mais mon soutien psy qui finance, je crois, 2 fois 10 ou 2 fois 12 séances par année. Mhm. Merci à Merci. l'assurance maladie, merci à mon soutien psy. C'est une très, très belle initiative qui peut être améliorée, mais vraiment, je trouve ça Mhm. c'est bien, très, très bien pour les personnes. Et pour faire trouver quelqu'un qui fasse des TCC pour le sommeil, ça peut être le sommeil pour les patients et le sommeil pour d'autres personnes. Ah, Et la même chose, c'est-à-dire que il faut vraiment trouver les spécialistes du sommeil, c'est TCC du sommeil. Donc, il faut trouver des thérapeutes. Donc, la FTCC propose vraiment un annuaire et après, sur mon soutien psy, il faut demander aux gens, est-ce que vous faites de la TCC du sommeil? C'est vraiment très standardisé. Est-ce que vous faites de la... même le terme, c'est TCCI pour insomnie. C'est vraiment, on a on a des lancets de psychiatrie, on a des JAMA qui montrent l'efficacité. Donc, il faut que les gens demandent, est-ce que vous savez faire la TCC du sommeil? Point à la ligne. Et sinon, je peux vous recommander un excellent bouquin pour les personnes. C'est Vaincre les ennemis du sommeil. Je crois quelque chose comme ça. C'est Vaincre les ennemis du sommeil de Charles Morin, qui est le plus grand spécialiste, qui explique bien ce que c'est. Mais vraiment, Charles Morin. Morin comme un mot M-O-R-I-N, et c'est Vaincre les ennemis du sommeil. Je crois qu'il y a un self-help, hélas. Et d'ailleurs, vous trouvez sur Internet des self-help. Mais bon, avoir un thérapeute, c'est vraiment bien. Vous avez sur l'annuaire FTCC, mais pas que, hein, vous avez des personnes qui font un TCC du sommeil. Ça, par contre, c'est assez bien répandu. Par contre, trop peu de gens qui ont des troubles bipolaires viennent travailler sur ce sommeil-là et que vraiment, c'est ultra important, quoi. Mhm. je sais que Pierre-Alexis Geoffroy travaille Oui, beaucoup là-dessus. Enfin, je ne vais pas dire spécialement, et qu'il a des projets pour ça. Puis il y a aussi un autre, Vincent Aignan, parce que le sommeil, ça paraît être vraiment, enfin, c'est le centre, quoi. C'est c'est un le, facteur G. Je reprends ma collègue Sophie Bayard. J'ai une collègue spécialiste du sommeil qui travaille avec moi, qui est psychologue, qui est une spécialiste du sommeil, qui a fait des thérapies comportementales, qui a montré l'efficacité dans les troubles de Parkinson, par exemple. Parkinson, qui ont beaucoup de troubles de sommeil, c'est tout à fait applicable dans des troubles neurologiques comme le Parkinson. Et ça marche. Donc c'est fou qu'on ne soit pas utilisé et qui m'a toujours dit c'est un facteur G. Et les données montrent que c'est. Là, il y a un papier qui a été publié un peu plus, c'est Lancet psychiatrique ils sont allés voir quel est le terme le plus fréquent, le symptôme le plus fréquent dans tous les troubles mentaux. Et le numéro un, vous savez ce que c'est? Trouble du sommeil. ouais. Mhm. Le symptôme le plus fréquent que vous trouvez dans tous les troubles mentaux, c'est les troubles du sommeil. Donc, voilà, donc Arthur Micoulo, Saint-Francis, Régis Lauper, enfin tous ces gens-là qui sont des spécialistes, mais c'est pas assez développé. Les gens, vous avez encore des centres experts sommeil, etc. Vous n'avez pas de spécialistes de prise en charge TCC du sommeil. C'est quand même étonnant. Mhm. Alors, j'ai une question d'Elisabeth qui dit, est-ce qu'on peut proposer une TCC à quelqu'un qui est dans le déni? Comment en parler? Ah, alors, c'est c'est la problématique classique. Alors, le, pro- le- je vais donner un élément très important. La TCC, on peut proposer, quand les gens ont conscience de difficultés, ça marche, ça va très bien marcher. Mais si les gens on leur donne une TCC qui ne sont pas motivés pour la faire, ça ne marchera pas parce qu'ils ne vont pas appliquer les exercices. Et l'idée, vraiment, qu'on trouve beaucoup dans les troubles de type schizophrénique, c'est la question du rétablissement. Et on retrouve, hélas, pas beaucoup dans le trouble peur de manière très étonnante. Je vous donne l'exemple, nous, on a 2 unités de rétablissement, et en fait, on nous donne, très longtemps, on donnait même des psychothérapies aux gens, on faisait une évaluation des symptômes, on disait, voilà, tu as tel symptôme, tu vas faire tel groupe, tu vas voir le psychologue, tu vas voir le je sais pas qui. Les gens, en fait, quand ce n'était pas centré sur leurs objectifs, on le sait maintenant, ils ne s'engagent pas dans ces accompagnements. Donc, la porte d'entrée,
c'est pas l'insight, c'est pas la conscience du trouble, c'est le projet. Donc en fait, il faut travailler avec les gens. Le projet, c'est quoi que tu veux faire? Bah, j'aimerais faire, même si ça a l'air un peu, qu'est-ce que tu veux faire? Et ensuite, il faut mettre ça en application avec les gens. Et au bout d'un moment, ils vont voir ce qui est possible, pas possible. Et quand on va faire cette alliance, ils vont dire, par exemple, je ne sais pas moi, j'aimerais monter une entreprise. Bah, très bien, on va la monter l'entreprise. Alors, on y va, étape, par contre, étape par étape. Au bout d'un moment, les gens vont se rencontrer qu'ils ont des difficultés. Et là, ils vont nous demander de l'aide s'il y a une bonne alliance thérapeutique. Et vous avez des outils pour évaluer tout ça. On a développé des outils avec ma collègue canadienne, la CASIG. C'est un truc qui est très connu sur travailler sur les buts personnels. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Nicolas Rento. Je ne sais pas si vous connaissez. Il Oui, travaille beaucoup mais il dit soyez réel. Mais il faut travailler sur. Il a raison. Il reprend les données de la littérature. Vous avez des collègues comme Alexandre de Connor dans notre service, qui travaillent beaucoup sur ça. On travaille sur les projets. Quand vous allez travailler sur les projets, les gens vont vous suivre, ils vont vous écouter, et à un moment, il va y avoir des difficultés. Et là, on va leur dire, ben tiens, tu voudrais pas aller voir, tu dis que tu as des difficultés pour dormir, tu aimerais travailler sur le sommeil? Ah ben oui, parce que ça m'empêche de réaliser mon truc. Et alors, à ce moment-là, ben, tu ne pourrais pas rencontrer Monsieur X ou Madame Y. Et là, ils sont OK, les gens. Donc, quand les gens ont du déni, il ne faut pas essayer. L'insight, ça ne s'améliore pas, c'est travailler sur le projet. Et là, ensuite, là, des fois, c'est un peu difficile à entendre, mais on va travailler sur le projet. Et là, au bout d'un moment, la porte va s'ouvrir, ils vont entendre parce que ça bloque leur projet. Et là, ils vont commencer, ben, ce sera peut-être pas le chose que nous, on va trouver, ah, il faudrait qu'ils travaillent surtout sur le sommeil, mais peut-être travailler sur d'autres choses parce que c'est son projet. Là, il va être motivé. Donc, c'est vraiment, on est à peu près tous d'accord là-dessus maintenant. Il faut travailler sur l'empowerment. Et des fois, la TCC, ben, même si on a l'impression qu'elle serait hyper utile au début, ben, peut-être qu'elle viendra dans un an ou deux, mais la personne sera prête à entendre que c'est le bon moment. Donc ça, c'est pareil pour tout à l'heure quand on parlait d'une jeune qui veut, ben, c'est quoi tes projets dans la vie? Donc c'est vraiment ça, travailler sur les projets et on va vraiment décanter les choses. C'est vrai, et les données le montrent. Empowerment, projet et la question de la conscience des troubles est secondaire. Et bien c'est dur à entendre, hein, de dire, mais non, mais je vois moi que tu as besoin de ça. Mais non, on sait que ça ne marche pas. On va augmenter les réactance. Donc, mhm. soyez réhab, augmentez, soyez centré sur le rétablissement. Et je trouve que ça, il y a beaucoup de centres qui ne travaillent pas vraiment sur cette approche de rétablissement. Alors justement, il y a un spectateur anonyme qui dit, diagnostiqué il y a 3 ans, je suis traité au lithium, mais pas encore stabilisé. J'entrevois le besoin de mener 3 actions, une psychoéducation, une TCC, une psychothérapie sur un problème de manque affectif. Je considère, à tort, demande-t-il, que je ne peux pas mener tout cela de front. Dans quel ordre devrais-je le faire? Alors, je répondrai exactement de la même façon. Ce matin, j'avais une réunion dans notre hôpital de centre de rétablissement et on avait une personne, elle a le même souci. Elle a un autre problème, c'est de l'accumulation. C'est un sous-type d'accumulation. Elle accumule beaucoup, ça s'appelle du ordi. Et en même temps, elle a d'autres problèmes d'organisation. Et en fait, on lui a demandé, c'est quoi qui est prioritaire pour vous? Donc, je dirais, qu'est-ce qui est prioritaire pour la personne? C'est quoi votre objectif? Et en fonction, je vais expliquer la psychoéducation, qu'est-ce que ça lui apporte, la TCC, qu'est-ce que ça lui apporte, le besoin affectif, quelle est votre priorité, ça va l'engager. Après, moi, ce que je veux dire clairement, c'est que la TCC intègre tout de suite la psychoéducation, ça lui donnera des outils hyper plus simples. Vraiment, moi, je pense que c'est vraiment la première chose, c'est repérer ce qui augmente, diminue son humeur. C'est vraiment, à mon avis, c'est le. Et après, parce que la TCC intègre la psychoéducation, et puis après, il va voir. Mais s'il maîtrise bien ses hauts et ses bas, entre guillemets, tout est possible. Merci. Mhm. Émilie? Oui, alors nous avons une question d'un spectateur qui dit TCC efficacité à 0,3. C'est modeste, demande-t-il. Faible, Comment même. ça C'est se même faible. mesure? Gravité, fréquence de l'épisode dépressif. Et alors, c'est une très, très bonne question. Euh, c'est des gros débats sur c'est quoi la question de rémission. Alors, en général, c'est une baisse de 50% qui peut être très critiquable, hein. C'est une baisse de 50%. Alors, il y avait deux données sur les rechutes, hein. Vous avez vu que dans le papier de Psychological Medicine, ça a été travaillé sur les rechutes, ça a été travaillé sur l'intensité des symptômes. Et en général, c'est une baisse de 50% des symptômes. Euh, et d'ailleurs, c'est exactement d'ailleurs la même critique qu'on a sur la pharmaco. C'est très souvent les gens considèrent que c'est efficace avec une baisse de la moitié des symptômes. Or, et même des fois, c'est 35%. Or, quand vous avez une très grosse intensité, quand vous avez 50% de baisse, est-ce que vraiment vous avez une grande efficacité? C'est ce que, en tout cas, sur ça, ça a été. Les données montrent que c'est
Une baisse, c'est les critères classiques au moins 50% de réduction des symptômes. Et dans le cadre de la dépression, ça baisse c'est aussi les rechutes. Et ça améliore la qualité de vie. Mais encore une fois, c'est modeste. Et je voudrais juste revenir là-dessus. Dans le cadre des études randomisées contrôlées, on limite quand même le nombre de séances à 12 ou 14, ce qui est quand même super insuffisant. Et on fait à peu près pour tout le monde la même chose. C'est-à-dire que le principe des psychothérapies, des TCC, c'est d'adapter. Et par exemple, dans le cadre des TOC, des dépressions, il y a ce qu'on appelle les études en naturalistic study, en situation réelle, où on adapte en fait en fonction. Il y en a qui peuvent avoir 25 séances, d'autres 10, et on a des résultats similaires et même meilleurs. Par contre, on n'a pas de données dans le cadre des troubles bipolaires. Donc, personnellement, je pense qu'en vie réelle, on a certainement peut-être des meilleurs résultats. Mais la personne a absolument raison, les résultats sont modestes et nécessitent beaucoup d'amélioration. Mais bon, toute efficacité un petit peu, c'est déjà ça. Mais c'est modeste, vraiment. Ondine, tu as des questions? T'as trouvé des... Non, j'ai plus de questions. J'ai des remerciements. Merci beaucoup pour votre intervention. Avec grand Et plaisir. je Merci crois pour qu'on a l'invitation. balayé, à moins que vous ayez vu d'autres questions. Je crois qu'on a... Non, on a des remerciements, en effet. Un spectateur qui dit oui, merci beaucoup pour le panorama des différentes ressources, pour une aide globale individuelle et proche, et pour votre enthousiasme lucide avec votre vision élargie qui va puiser là où d'autres ont déjà avancé, comme à Montréal, l'Angleterre. C'est réjouissant. Merci à Argos que je trouve, que je découvre grâce à la sentinelle des aidants. Génial. Voilà. Alors, Super. ce qui est sûr, c'est que, bon, alors, on va diffuser votre conférence. On va diffuser le diaporama. Les gens aiment bien avoir les diaporamas parce que ça leur permet de les regarder tranquillement. Les auteurs que vous nous avez recommandés, n'est-ce pas, sûrement Blandine et Émilie ou Dominique, vous avez noté, ou alors vous nous notez les auteurs que vous nous recommandez, on les rajoutera, parce que je crois que ça, c'est important, hein, parce qu'on manque un petit peu de... Vous voyez qu'on était un petit peu... Pas, on ne connaît pas très bien, hein. Et donc, je remercie encore Mohand Bouzidi qui nous a fait vous connaître. Vous travaillez avec aussi le Raoul Benzo. Ah ben, c'est dans notre service, c'est une Voilà, personne de ressources. voilà. Grand Et professeur. je pense que d'ici un an, travaillez bien parce qu'on vous fera revenir pour voir où vous en êtes. Et puis, on essaiera de dire où on en est, hein. Eh ben, j'espère que vous allez être aussi. Alors, déjà, je vous remercie pour l'invitation, encore une fois, pour Mélan. C'est vraiment. Merci à tout le monde. Vous êtes très agréable. Et vous faites un boulot, encore une fois, central. Et je pense que vous êtes aussi un endroit central pour mettre la pression sur les pouvoirs publics. On parle beaucoup de santé mentale. La santé mentale nécessite vraiment que les familles et les personnes qui sont touchées soient au centre. De quoi j'ai besoin? Et voilà. En tout cas, les données sont extrêmement claires. Le trouble bipolaire, ça ne se traite pas qu'avec un traitement pharmaco. Il y a d'autres options. Voilà. Et merci encore pour l'invitation et pour les questions très pertinentes. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci à tous les participants. À, Ouais, à bientôt à tous. Au revoir. Beaucoup. au revoir.